Monsieur Pichot-Thiévan est un officier diplômé de l'école spéciale militaire Saint-Cyr en sciences sociales. Il a servi en tant que capitaine de l'armée de terre, officier de la Légion étrangère, puis dans les forces spéciales de l'Arsenal, je change de nom. Oui, tout à fait, merci. Voilà, ça va aller comme ça. Non, c'est tout. Ok, merci. Voilà. Donc il s'est appuyé sur cette riche expérience, et assez inhabituelle, il faut bien le dire, pour développer une méthode de management innovante alliant le souci de l'humain et l'exigence d'une haute performance, publié dans l'ouvrage Leadership, manuel de combat. Et c'est là que je sors le débat et où je vous passe la suite. Voilà. Et il intervient en conférence auprès d'un large public, incluant des startups, des écoles de commerce et des associations d'officiers. À l'heure où la science et le monde du travail se penchent de plus en plus sur les questions du management par le HPI ou le management du HPI, M. Pichot-Thiévan vient nous éclairer sur les clés de ce qui fait d'une part un bon dirigeant et d'autre part un cadre de travail favorisant l'excellence d'une équipe et l'épanouissement de ses membres par le développement de leurs capacités. Merci de l'accueillir chaleureusement. Bien, bonjour à tous et à toutes. C'est pas tous les jours que j'ai la chance d'être devant une belle assemblée. C'est très enthousiasmant, c'est très stimulant. Hein. Alors bien sûr, si je suivais ce qu'on dit dans les manuels de communication de leadership, je ne devrais absolument pas vous dire ça, c'est la pire des erreurs à faire. Je devrais vous laisser penser que toutes les semaines, j'ai 200, 300, 1000 personnes devant moi. Mais c'est sans oublier que, c'est en oubliant plutôt que bien souvent partager une émotion, c'est un des meilleurs moyens de connecter avec son auditoire, qu'il s'agisse d'un amphi ou d'une nouvelle équipe, une équipe que vous allez intégrer en tant que membre, tout simplement, ou une équipe que vous allez diriger. Ce sera un petit peu le fil rouge de cette intervention. Alors, tout d'abord, je vais vous expliquer un petit peu ma démarche. Le contenu que je vais vous présenter ici vient d'un livre que j'ai écrit aux presses polytechniques universitaires romandes, donc, qui est à la maison d'édition de l'EPFL. Et en fait, l'idée m'est venue parce que j'étais officier, j'ai commandé des équipes assez diverses, des équipes très vastes et très généralistes aux équipes très réduites, avec des gens très spécialisés, ce que j'appelle des équipes à haute valeur ajoutée, avec des gens qui sont des experts dans leur domaine. Voilà, donc en branchant un petit peu le spectre, j'ai constaté certaines choses, et puis quand on s'engage comme officier, on est un petit peu motivé par la transmission d'expérience, hein, ça fait partie, c'est un des critères, une des composantes de ce métier-là. En termes de pédagogie, en termes de transmission de valeur, voilà, c'est quelque chose qui est très prégnant chez nous. La deuxième raison pour laquelle j'ai voulu mettre toutes ces réflexions de coucher sur le papier, c'est parce que en fait, je me suis aperçu qu'au bout de 6 années de commandement de différentes unités de combat, il y avait énormément d'erreurs que j'avais commises et énormément de choses que j'avais apprises sur le tas, alors qu'il aurait été, selon moi, avec le recul, bien facile de me les apprendre en école. Je sais que c'est pas forcément évident. Alors je me suis dit, mais pourquoi personne n'a pris 5 minutes pour essayer de tirer des concepts de tout ça, et j'ai essayé d'apporter un petit peu d'eau à mon moulin, en essayant de me dire qu'est-ce que le lieutenant Pichot-Thiévan sortant de Saint-Cyr aurait aimé qu'on lui apprenne avant qu'il prenne sa première section, sa première équipe. Et à partir de là, j'ai déroulé une structure, je me suis aperçu qu'il y avait 2 types de compétences quand on était un leader. Il y avait des compétences que j'ai appelées des compétences régaliennes, un petit peu comme les compétences de l'État, rendre la justice, faire la guerre, éditer des lois, voter des lois.
eh bien, il y a des compétences aussi très importantes qui caractérisent, qui structurent profondément le leader. Et ces compétences régaliennes sont celles que vous allez utiliser pas forcément très régulièrement, mais qui, si jamais vous vous trompez au moment décisif où vous devrez les mettre en œuvre, vont vous desservir et vont vous décrédibiliser le plus en tant que leader. Ce ne sont pas des compétences qu'on utilise tous les jours. Je parle de décision, quand je parle de décider, je parle de décisions très importantes, de contrôler, réorienter, on ne fait pas ça tous les jours. Et à côté de ça, vous avez un deuxième pan de compétences que j'ai appelé des compétences vie courante, qui sont à peu près l'inverse, qui sont des compétences que vous allez utiliser régulièrement, tous les jours, c'est un travail de fond, et vous pourrez vous permettre de vous tromper une fois ou deux, ce ne sera pas forcément très important, mais par contre ça nécessitera pas mal de régularité de votre part. Et dans celle-ci, il y a créer un climat de sécurité émotionnelle et générer de la motivation. Une fois qu'on a planté le décor, voilà, je vous expliquais ce que je vais vous apprendre pendant cette conférence. Donc j'ai réfléchi en 40 minutes ce que je pouvais vous apporter. Je me suis dit que ce serait intéressant pour vous d'avoir un espèce de kit de premier secours avec la base, voilà. Vous pouvez la lire à différents degrés de lecture, hein, soit comme futur leader, soit comme personne qui cherche à intégrer un groupe, mais n'a pas forcément l'habitude et souhaiterait faire une bonne impression, ou tout simplement pour nourrir votre réflexion. Dans un premier temps, on va démonter une fausse croyance qui est celle du leadership inné. Ensuite, je vous donnerai quelques pistes pour faire une excellente première impression, la fameuse première impression. Connaître l'économie d'une équipe, économie en termes d'organisation, de structure et de relation entre ces différents éléments. Et enfin, un principe clé quand vous vous retrouvez en situation de crise, la première chose à laquelle il faut penser en tant que leader, et si jamais le leader est défaillant, en tant que membre de l'équipe, qu'est-ce que vous pouvez faire? Alors, avant que je développe le contenu, deux points clés, deux concepts clés. Le premier, celui de la sécurité émotionnelle. Au début des années 2000, Google a mené une étude qui s'appelle Aristote en français, et qui consistait à essayer de déterminer quel était le facteur critique de productivité de ses meilleures équipes, peu importe les secteurs, peu importe les domaines. Donc ils sont intéressés à plusieurs facteurs. Le premier, le type de leadership. Est-ce que c'était des équipes avec un leadership fixe, vertical? Est-ce que c'était un leadership tournant? Est-ce que les gens se connaissaient? Ils s'intéressaient aussi au groupe, aux relations sociales. Est-ce que les gens se connaissaient en dehors du travail? Ou est-ce que les gens étaient de parfaits étrangers une fois la porte de l'entreprise franchie? Et voilà, ils se sont aperçus qu'il y avait des équipes excellentes dans tous les critères. Des gens qui ne se connaissent pas, qui étaient très très fortes, des équipes aussi très performantes qui se voyaient tous les soirs après le travail. Et donc, ils commençaient à piétiner un peu jusqu'au moment où ils se sont intéressés aux normes sociales. Et en particulier, à un concept qui s'appelle la sécurité émotionnelle, qui a été développé par une psychologue de Harvard qui s'appelle Amy Edmondson, dans les années 70, si je me rappelle bien, et qui consiste à, on pourrait la résumer comme la certitude que l'on peut faire entendre une opinion au sein d'un groupe sans se heurter à un mur d'incompréhension. Voilà. Le deuxième concept, celui-ci c'est le mien, c'est ce que j'ai appelé le principe actif du leader. J'ai essayé de réfléchir, une fois que j'ai planté ce décor avec les deux types de compétences, vous savez, régalienne et de vie courante, cette espèce de hardware et de software, qu'est-ce qui reliait tout ça? Qu'est-ce qui pouvait bien faire l'éthos du leader? Et donc j'utilise la métaphore de pharmacologie. Vous savez, pour faire un médicament, on utilise un principe actif. Ce principe actif, c'est ce qui procure l'effet thérapeutique. Et bien souvent, ce principe actif ne peut pas être délivré tel quel. Il faut y ajouter des éléments pour qu'il soit solide, pour qu'il y ait une certaine constance, pour mettre en pilule ou en cachet. Et donc, tout est construit autour de ça, dans un médicament. Tout est construit autour du principe actif. Et bien, en ce qui concerne le leadership, ce principe, c'est très simple, c'est que vous êtes un généraliste. Vous êtes un généraliste, vous n'êtes pas là pour faire le travail des autres à leur place. Et votre métier, c'est de créer un climat de travail qui va permettre aux gens d'exceller et de donner le meilleur d'eux-mêmes. Et ça nécessite quelques petites choses. Mais d'abord, je vais en passer par une petite introduction théorique.
On parle souvent de leadership inné ou acquis, c'est un éternel débat. On dit voilà, un tel, il a un charisme naturel, il rayonne naturellement. C'est un petit peu ce qui est dominant dans le débat actuel sur le sujet. Et moi, en fait, quand je suis arrivé là-dessus, je me suis dit, ça me paraissait un petit peu étrange. Ça ne correspondait pas forcément à la vision que j'avais de l'histoire et même des expériences que j'ai eues sur le terrain. Et donc, je me suis mis à questionner le sujet, à me dire, est-ce que ça correspond vraiment à ce qu'on peut observer ? Et je me suis rappelé à ce moment-là de petits souvenirs de prépa où un professeur de mathématiques a essayé de m'apprendre la logique booléenne en m'expliquant que un théorème, c'était très facile de démontrer qu'il était faux, il suffisait de trouver un contre-exemple. Alors, qu'est-ce que nous enseigne l'histoire ? Intéressons-nous à Napoléon Ier. Eh bien, on s'aperçoit qu'à l'école, il était moqué pour son apparence un petit peu maigrichonne, son accent italien en France qui faisait un petit peu roturier, hein, l'accent corse, quelqu'un de très solitaire. Ça continue ensuite à l'académie militaire, quelqu'un qui était asthmatique, qui avait des problèmes de poumons, certains récits autobiographiques qui parlent de problèmes de pneumonie récurrente. Donc une apparence physique faible, un teint très blanc, mais pourtant quelques années plus tard, je ne vous l'apprends pas, l'épopée napoléonienne, la Grande Armée, c'est aussi quelqu'un qui a été marié avec l'une des femmes les plus en vue de son époque, pour sa grande beauté. Continuons. Thomas Edward Lawrence, donc Lawrence d'Arabie, officier cartographe, peu assuré, anticonformiste, discret, raillé par ses camarades lieutenants, très mal noté par ses supérieurs hiérarchiques, et qui était cantonné à un pauvre sous-sol, à travailler sur carte, à l'état-major au Caire. Pourtant, quelques années plus tard, c'est quelqu'un qui a réussi à fédérer les gens les plus incommandables et indirigeables de l'époque, à savoir les tribus arabes. Quelque chose de déjà très difficile à fédérer, quand on est soi-même arabe, mais alors quand on est un étranger, c'est quelque chose qui est vraiment une performance complètement incroyable. C'est aussi le premier qui a théorisé, qui a été le concepteur de la théorie sur la contre-guérilla, qui a créé un concept comme la symétrie du plus faible au plus fort, ce qui est à la base de notre doctrine de dissuasion nucléaire, notamment une vision aussi politique. D'autres époques, d'autres contre-exemples, Abraham Lincoln, toujours raillé pour son apparence, aucun récit biographique ne font étalage avant son accession au poste de président, plus jeune président des États-Unis, de quelques charisme naturel, quoi que ce soit, c'était plutôt l'inverse. Hein. Gandhi, enfant timide, élève médiocre, très sensible, ce qui était plutôt négatif à l'époque. Nelson Mandela, enfant normal, père décrit par ses enfants comme quelqu'un de froid et distant. Voilà, donc ce que j'essaie de vous expliquer, c'est que si on part du principe que le leadership est quelque chose d'inné, eh bien chez ces gens-là, on aurait dû voir dans leur biographie des professeurs, des instructeurs, des mentors qui rendent compte, des traces écrites qui rendent compte d'enfants prodigieux avec un charisme inné, qui rayonne, qui déborde, qui fédère automatiquement. Alors non, c'est pas ce qu'on constate. Si on regarde l'histoire, on s'aperçoit que tout se passe comme s'il y avait une certaine accumulation jusqu'à une certaine masse critique qui se produit à peu près au niveau de l'adolescence, et qu'à partir de là, ces gens comprennent certaines choses qui leur permettent d'avoir les trajectoires qu'ils ont eues. Maintenant qu'on a démonté cette fausse croyance, il s'agit de savoir pourquoi c'est si prégnant chez nous. Alors je vais vous lire une citation de Max Weber, un des plus grands penseurs de la modernité, un des pères de la sociologie. Nous appelons charisme la qualité extraordinaire, à l'origine déterminée de façon magique, tant chez les prophètes et les sages, thérapeutes ou juristes, que les chefs des peuples chasseurs et les héros guerriers, d'un personnage qui est considéré comme doué de force et de qualités surnaturelles ou surhumaines, ou au moins spécifiquement extra-quotidiennes, qui ne sont pas accessibles à tous, ou comme envoyés par Dieu, ou comme exemplaires, et qui pour cette raison est considéré gewertet comme chef. Ça, c'est
un des fondements de l'éthique protestante. Il y en a beaucoup plus, hein, c'est une vaste œuvre. Néanmoins, il faut savoir que les gens qui sont partis à la fin du XVIIe siècle sur le Mayflower, les pères fondateurs qui ont fondé la nation américaine, avaient cet état d'esprit. Ils avaient ce concept ancré en eux. Et donc, après, vous avez les États-Unis qui se développent comme le système économique dominant, et comme vous le savez, les penseurs politiques et sociaux expliquent que les systèmes économiques, en fait, diffusent les croyances dans les systèmes de pensée et dans les opinions. Ça percole, c'est un peu comme une machine à café qui percole. Là, on se rapproche un petit peu de la notion d'inconscient collectif, hein, du fameux psychanalyste Carl Jung. Et donc c'est quelque chose qui est très, très ancré dans la pensée collective. Continuons l'analyse. Si on s'intéresse à l'autre bout du spectre historique, on s'intéresse à la théorie économique, il y a une école économique qui s'appelle la microéconomie, qui depuis a été largement remise en question parce que c'était un petit peu rudimentaire. Effectivement, il s'agissait d'expliquer la loi du marché, la loi du capitalisme avec des équations un petit peu rudimentaires. Néanmoins, ça donnait une bonne approche. Et cette théorie économique a montré que ce système économique a une tendance naturelle à aller au monopole. Le monopole, raison pour laquelle, monopole pour maximiser le profit au détriment des consommateurs. Raison pour laquelle on a des lois antitrust, on a des lois anti-entente sur les prix. Hein, c'est quelque chose qui est connu. Eh bien, il faut réfléchir au fait que quand on a un système qui englobe une civilisation et dont le but est d'accéder in fine au monopole pour maximiser son profit, comment fait-on pour susciter et pour créer cette condition de monopole? Eh bien, on va décourager la concurrence. Comment faire pour décourager la concurrence? Eh bien, il faut décourager les volontés individuelles d'entreprendre. Comment faire pour décourager les volontés individuelles d'entreprendre? Il faut faire croire à une espèce de pouvoir qu'on a ou qu'on n'a pas. Si vous ne le savez pas, vraisemblablement, c'est que vous ne l'avez pas, si vous pouvez la question. Si vous posez la question. Voilà. Je ne suis pas en train de vous dire que c'est une espèce de théorie du complot ou quoi que ce soit. Là, on est dans des niveaux un petit peu supérieurs. On est dans les grands systèmes, dans les grands mouvements. C'est des tendances de fond qui influent les psychés individuels. Voilà d'où ça vient. Un petit peu plus concret maintenant qu'on a passé le théorique, concret. Comment faire une excellente première impression, une fois qu'on sait tout ça. Vous connaissez probablement le fameux TEDx d'Amy Cuddy, une autre psychologue d'Harvard, qui a fait Your body language shapes who you are, l'influence de votre posture sur votre état mental interne et sur la manière que vous avez d'interagir avec les autres. Et bien cette personne-là, cette chercheuse, a prouvé que quand vous rencontrez quelqu'un pour la première fois, la première question que se pose la personne, ce n'est pas est-ce que vous êtes quelqu'un de très compétent, mais est-ce que vous êtes quelqu'un d'agréable, et en tout cas de non menaçant. Et c'est là qu'on a l'erreur majeure de la plupart des jeunes cadres. Vous savez, ces jeunes cadres qui pensent qu'ils manquent un petit peu de confiance en eux et qui se disent « Ouh là là, il faut que je mette le paquet, il faut que je mette la gomme, il faut que je montre que je suis crédible, je veux qu'ils aient confiance en moi, et après tout va bien se passer et tout le monde sera heureux. » Donc ils commencent à faire des heures, ils commencent à marcher en dehors de leur plate-bande, ils commencent à froisser des susceptibilités, et voilà. Et vous avez, je pense, je vois des sourires dans la salle, donc je vois que vous connaissez certaines, il y a du vécu, hein. On pourra en parler pendant les questions. Et donc, il ne faut pas se tromper d'objectif quand vous rencontrez un groupe pour la première fois. Le but, c'est de les rassurer du fait que vous êtes sympathique, non menaçant. Oui, aussi la dictature de la première impression. Donc c'est quelque chose qui est... voilà, 80% de l'opinion que les gens vont se faire sur vous se font en quelques secondes, en quelques minutes, voire quelques secondes. Je sais, c'est un peu apeurant, c'est un peu effrayant. Les 20% restants vont se faire dans les semaines à venir. Ces 80% vont rester fixes pendant plusieurs semaines, voire des mois. Et ce sera très difficile de revenir dessus. Alors, oui, si j'étais... alors d'où ça vient? Si j'étais psychologue évolutionniste, je dirais que ça vient de l'époque où les hominidés étaient dans un environnement dangereux, soumis à de nombreux dangers, donc des pénuries, la faim, les prédateurs, les tribus adverses. Et donc pour lui, c'était très important de savoir, quand une silhouette se profilait à l'horizon, si c'était en gros ami ou ennemi. Question de survie, ami ou ennemi. Comme vous le savez aujourd'hui, si on regarde un petit peu la pyramide de Maslow,
Le premier étage des besoins vitaux, des besoins physiques, aujourd'hui, globalement, il est satisfait, en tout cas dans les systèmes occidentaux. Et donc, en fait, il y a un décalage de la pyramide d'un étage, et donc on est passé d'une survie des besoins physiques à une survie que j'appelle une survie sociale, l'étage du dessus, les fameux besoins de reconnaissance, etc. Il y a une espèce de mouvement de cliquet vers le haut. Et donc maintenant, c'est la survie sociale qui est en jeu quand vous rencontrez quelqu'un. Menace ou pas menace pour ma survie sociale. Donc comment on fait pour rassurer cette fameuse survie sociale, ce que j'ai appelé rassurer, ce serait plutôt un des points, le principe du généralisme. Alors il faut d'abord rassurer les gens sur le fait que vous êtes le contenant, pas le contenu. Vous êtes ce qui donne les orientations, les limites. Vous êtes là pour créer l'environnement, vous n'êtes pas là pour faire le travail des gens à leur place. Et ça, c'est extrêmement rassurant, en particulier dans les équipes à haute valeur ajoutée, les équipes d'experts, parce que les experts, vous savez, ils ont beaucoup de passion sur l'ouvrage pour arriver à leur niveau, c'est quelque chose qui les habite, c'est au-delà de l'alimentaire, c'est beaucoup de mécanismes psychologiques sur le perfectionnisme, etc. Il y a beaucoup d'affect, c'est chargé d'affect. Donc si vous commencez à marcher sur le plate-bande d'un expert, vous allez avoir des réactions d'un niveau de celui que je vous ai expliqué juste au-dessus, la survie sociale. Donc c'est des mécanismes ataviques, très profondément ancrés, avec une riposte très forte. Et ça leur est systématiquement arrivé, c'est forcément arrivé à ces gens-là. Vous arrivez sur une équipe qui n'est pas forcément, vous l'avez pas constituée vous-même, elle a eu d'autres leaders avant vous, ça leur est arrivé. Et c'est en fait, la première chose qu'ils se disent quand ils voient, c'est est-ce qu'il va me refaire le coup ou pas? Donc, je ne suis pas là pour faire le travail à votre place. Deuxième chose, la préservation de ce que j'appelle la structure. La structure dans une équipe, pour moi, c'est tous les process, toutes les choses, les règles de fonctionnement explicites ou tacites qui ont été éprouvées par le temps, qui sont globalement acceptées par tous et auxquelles on est attaché et qui permettent de fonctionner. Et donc, ça c'est vital. Et pour préserver ça et pour rassurer les gens là-dessus, vous allez simplement dire je ne suis pas là, par exemple, c'est un exemple. Je ne suis pas là pour tout révolutionner. Enfin, je ne suis pas là pour révolutionner ce qui fonctionne. Vous savez, souvent les gens qui arrivent, jeune leader, bon ça me plaît pas, je pense que ce serait mieux de faire comme ça, on va faire comme ça, je sais mieux que vous. On change des process, on casse des process qui fonctionnent. C'est très douloureux, on met beaucoup de temps à reconstruire ça après derrière. Et voilà, en termes de sécurité émotionnelle, ça explose tout. Donc voilà, si vous rassurez les gens là-dessus, vous utiliserez un deuxième levier de sécurité émotionnelle. Enfin, je vous propose de conclure et dire que vous préférez apprendre à travailler avec les gens, apprendre à connaître les gens en travaillant avec eux. Là, vous vous différenciez complètement du premier discours quand un leader prend en compte une équipe. Vous avez tous un petit peu subi, entre guillemets, des discours fleuves où la personne va essayer de se mettre en avant en expliquant ses réalisations, essayer de prouver quelque chose. Là, vous utilisez deux autres types de leviers qui sont des leviers de pragmatisme. Vous montrez que vous êtes pragmatique et que vous avez confiance en vous, puisque vous avez suffisamment confiance en vous pour ne pas éprouver le besoin de faire la publicité de vos réalisations. Et donc les gens, ça va les rendre un petit peu curieux, ils vont faire des recherches. Ils vont rechercher un petit peu des choses sur vous indirectement. Et autant on est très peu marqué directement par les choses qu'on nous assène comme ça, autant quand nous on va les chercher par nos propres moyens, c'est quelque chose qui est beaucoup plus marquant. Et ça dure 5 minutes. Maintenant que je vous ai montré comment réussir la première impression, je vous ai donné quelques pistes, on va s'intéresser, on va changer de focale, on va prendre le microscope et on va regarder un petit peu à l'intérieur de l'échantillon ce qui se passe. Alors je vais vous proposer une typologie de profil, elle vaut ce qu'elle vaut, elle n'est pas parfaite. Ça ne veut pas dire que tout le monde rentre nécessairement parfaitement là-dedans. Chacun est particulier et a des compétences propres, néanmoins il y a quand même des tendances de fond. Il y a quand même des tendances de fond qui sont très importantes et qui permettent quand même de rendre compte de certains comportements et de certains fonctionnements et donc d'agir dessus pour le bien d'une équipe et pour créer le meilleur environnement de travail possible. Alors je commence avec un profil que j'ai appelé le génie créatif. Donc les photos que je vous ai données, c'est pour vous donner un ordre d'idée. C'est pas forcément des personnages de fiction aussi. C'est pour que vous essayiez de coller une image mentale sur le profil. Quelques caractéristiques avant de vous expliquer comment travailler avec lui.
C'est quelqu'un qui change de sujet dès qu'il le maîtrise, ou dès qu'il a le sentiment de le maîtriser. C'est quasiment tout ou rien. Son métier et sa passion, donc là on rejoint ce que je vous ai dit sur les experts, vie privée et vie professionnelle sont intimement liées. Il n'y a pas vraiment la frontière entre les heures de travail ou professionnel. C'est quelqu'un qui va accepter, qui est passionné par son domaine, d'aller sur des conférences à l'autre bout de la France sur son temps personnel. C'est normal, c'est sa passion. Logique holistique plutôt que linéaire, c'est un intuitif plutôt qu'un penseur réflexif. Bon là, ça nécessiterait quelques petites nuances que je ne peux pas forcément vous faire en 40 minutes, mais retenez simplement l'idée de base. Perfectionnisme qui, comme bien souvent, cache une nature profondément idéaliste. Une fois qu'on sait ça, qu'est-ce qu'on peut faire? Eh bien, s'il y a une frontière floue entre vie personnelle et vie professionnelle, eh bien, c'est quelqu'un à qui vous allez devoir donner beaucoup d'autonomie. Car les deux s'entremêlent. Quelqu'un qui va pouvoir rester, s'il reste 2-3 heures de plus, alors tout le monde est parti pour rester sur un point, une réflexion qui va absolument mener à bout, et revenir 4 heures plus tard le lendemain matin, eh bien, il faut le laisser faire. C'est son mode de fonctionnement. Attention néanmoins pour les jeunes génies créatifs, ceux qui viennent d'intégrer une équipe, c'est quelqu'un qui travaille par un peu dans tous les sens, donc il va falloir quand même lui donner un tuteur, un petit peu comme pour une plante. Il faut lui donner au moins une ligne de vie, au moins une main courante. Donc au début, vous allez quand même lui donner la rigidité des horaires, et petit à petit, une fois qu'il va commencer à rentrer dans son mode de fonctionnement, vous allez petit à petit lui donner son autonomie. Une fois qu'il a pris ses marques, autonomie proportionnelle au contrôle. Oui, là j'ai pas trop le temps de détailler le contrôle, c'est quelque chose qui est vu en général négativement. Quand on parle de contrôle, c'est mal. En fait, non, le contrôle, c'est quelque chose qui est très important que vous devez faire et qui peut être, si vous le faites avec suffisamment d'intelligence émotionnelle, quelque chose de très positif, quelque chose de très motivant. Il y a plusieurs manières d'aller contrôler quelqu'un tout en le motivant et tout en faisant en sorte qu'au final, c'est la personne qui va attendre que vous veniez le contrôler. Voilà, ça fait l'objet d'un chapitre. J'ai pas le temps, on pourra peut-être en parler en question-réponse. Et donc, comme je l'ai dit tout à l'heure, nature idéaliste, ça veut dire quelque chose de très important, c'est si vous prenez un engagement avec un génie créatif, il faut le tenir coûte que coûte. C'est le cas avec les autres profils, on est d'accord, mais avec celui-ci, si vous ne le tenez pas, ce sera d'autant plus dommageable, et il va perdre d'autant plus sa motivation dans des proportions exponentielles. Le dynamique revendicatif. À haut niveau d'énergie, une ambition qui peut parfois être néfaste pour l'équipe et pour vous. La contestation, c'est quelque chose qui est naturel dans une équipe, il faut discuter. Maintenant, il y a des situations où la contestation, c'est pas le bon moment. La mauvaise contestation de vos décisions, au pire des moments, elle va venir de cette personne. C'est un pilier du groupe. Il communique bien avec toute l'équipe. C'est la courroie de transmission de vos directives et de vos orientations, pour autant qu'il vous voit de manière positive et que vous sachiez communiquer avec lui. Il est meilleur en communication qu'en production. La communication, non, mais il n'y a pas de jugement de valeur. La communication, c'est quelque chose de très important, autant que la production. Comment le gérer? Très exigeant avec lui dans le domaine des relations interpersonnelles. C'est celui qui va se faire une fierté de ramener un gros client, de ramener un contrat incroyable, de rentrer dans un réseau, dans un cercle, de ramener une information qui va permettre à l'équipe de rebondir sur quelque chose de nouveau. Si son ambition devient problématique pour les autres, il y a une manière très simple de procéder, c'est de le mettre sur des tâches de production. Et ça permettra de rétablir une certaine harmonie dans l'équipe. La force tranquille. Introverti et rigoureux, l'image d'une locomotive, c'est la puissance de travail, c'est la puissance brute qui fait avancer l'équipe. Très fort en exécution, il est marqué par la détermination, c'est celui qui boucle les dossiers, qui fournit le dernier effort quand tout le monde a abandonné.
Point particulier, il y a une espèce de symbiose entre la force tranquille et le dynamique revendicatif, hein, comme souvent chez les extrêmes. L'un a besoin de l'autre, donc le dynamique revendicatif va servir de la locomotive pour lui demander de réaliser les choses qu'il doit faire, et la force tranquille va demander au dynamique de faire passer des messages. Comment le gérer? C'est quelqu'un qui a besoin de consignes très très détaillées en cas d'imprévu. L'image d'une locomotive, c'est fixé sur des rails. Ça change de direction en fonction d'aiguillages prédéfinis. Donc si jamais vous devez vraiment sortir de la route, il faut tout reprendre à zéro, donner des consignes claires, donner les canons conformes, les conduites à tenir. Il ne faut pas laisser de place à l'improvisation. Quelqu'un de très rigoureux, pas quelqu'un que vous allez contrôler de manière très fréquente, en tout cas de manière très détaillée. Enfin, quelque chose de très important, à la fin d'une mission ou d'un dossier, il va falloir donner un sens à la complétude, c'est-à-dire qu'il va falloir clôturer symboliquement la mission, la tâche, etc. Les points forts, les points faibles, tout brosser, qu'est-ce qui a été fait, qu'est-ce qui était bon, c'est très important. Ça lui permet non seulement de le valoriser, mais aussi de ne laisser aucun doute dans son esprit, de manière à ce qu'il puisse relancer toutes ses ressources sur la tâche suivante. Quelques principes généraux. Là, je vous ai présenté la structure, maintenant, les relations entre les différents éléments. Peut-être deux profils à la fois, il y en a toujours un, il y a toujours une facette, un des deux profils qui domine largement chez une personne. Néanmoins, bon là je vous ai présenté trois profils, il y en a d'autres dans le livre. Vous ne pouvez pas être dynamique revendicatif et force tranquille, c'est trop différent, c'est deux logiques qui sont trop opposées. Néanmoins, vous pouvez être génie créatif et dynamique, ou génie créatif, force tranquille, et d'autres profils. Ensuite, quelque chose que j'ai appelé un phénomène de polarisation interne, je ne suis pas sociologue, c'est peut-être quelque chose qui a fait l'objet d'études qui porte un autre nom, moi je l'ai appelé polarisation interne. C'est le fait que j'ai remarqué que naturellement, peu importe les personnalités des gens dans une équipe, peu importe son volume, naturellement, les gens ont tendance à se retrouver petit à petit et à se rapprocher de ces différents archétypes. Un petit peu comme s'il y avait des archétypes prédéfinis et que chacun allait s'orienter. Plus le temps avance, plus les gens vont se rapprocher de ces caractéristiques, avec des différences à la marge, on est d'accord, il y aura parfois des choses qui ne s'appliqueront pas forcément, mais la tendance de fond, ça sera bien là, en particulier en situation de crise, et en particulier s'il y a de l'intensité dans le travail. Principe des jalons, donc je termine par ça. Qu'est-ce qu'on fait, à quoi on doit penser quand on est en situation de crise? La première chose, il faut savoir qu'en situation de crise, tous les masques tombent. Tous les masques tombent. Je parle d'une grosse crise très importante. Vous avez des personnalités qui se révèlent, pas forcément celles auxquelles on aurait pensé, même souvent l'inverse, c'est ceux qu'on entend le plus, qu'en général on voit le moins dans l'action quand tout commence à s'effondrer autour de vous, et c'est des gens sur lesquels on n'aurait pas forcément parié à la base, qui vont sortir tout le monde de la situation. Plus les faiblesses d'une équipe sont importantes, plus rapidement on va se retourner vers son leader en regardant avec des grands yeux, en attendant comme si vous avez une baguette magique qui allait sortir la solution et qui allait sortir tout le monde de la banane. Bon, j'ai pas de baguette magique, ou plutôt si, je vais quand même si, une baguette magique, je vous la donne. La baguette magique, c'est ce que j'appelle poser des jalons. J'utilise une autre image pour vous l'expliquer. Quand j'étais dans les troupes de montagne, on nous apprenait une procédure pour sortir du mauvais temps. Vous savez, quand c'est le mauvais temps en montagne, il neige souvent, il y a du vent, et donc le manteau nuageux blanc se confond avec la neige. Donc on perd la notion du relief. Et c'est un petit peu comme si on avait un problème d'oreille interne, et vous voyez des gens qui avancent comme ça et qui tombent, ou qui trébuchent. C'est très dangereux parce qu'on ne voit pas les dangers objectifs de la montagne, les crevasses, par exemple, les éboulements. Et donc il y a une procédure qui est assez simple, qui consiste à envoyer un skieur devant avec un bâton au bout duquel il tient une cordelette, et avec la cordelette il va fouetter le sol, la cordelette va matérialiser le sol et va montrer s'il y a un danger ou pas devant. Petit à petit il va avancer comme ça. Le chef reste derrière avec une boussole et il détermine un azimut
qui va lui permettre de sortir de cette zone dangereuse. Et donc, il va aligner le premier skieur comme ça, et au bout de 5 mètres, il va lui demander de s'arrêter. Ensuite, il va demander à un autre skieur de faire la même chose, et de s'aligner sur le premier et sur le chef, en suivant le même azimut, mais 5 mètres plus loin. Et tous les 5 mètres, vous allez avoir des skieurs qui vont petit à petit matérialiser une espèce de ligne de vie. Vous vous retrouvez soudain avec un grand écran blanc, et puis des jalons, tous les 5 mètres, régulièrement. C'est quelque chose qui psychologiquement est très rassurant, qui comment dire, en montagne, dans ce genre de situation, en plus les gens sont fatigués, il y a peut-être des blessures, et on sait, il y a des études qui sont données qui montrent que le psychologique a une forte importance sur le risque d'hypothermie. Et donc là, vous redressez le niveau psychologique des personnes et vous écartez le danger lié à l'hypothermie. Parce que les gens ont finalement quelque chose sur lequel se rapprocher, une espèce de lumière au bout du tunnel. D'accord? Donc ça, c'est les jalons. Comment on le fait concrètement pour les matérialiser? Si vous êtes chef d'une équipe, la plupart du temps, ça va être des réunions, des points de situation. Vous allez dire aux personnes, bon, ok, la situation est critique, elle est grave. Toutes les 30 minutes, on fait un point. Vous partez chacun sur vos secteurs, vous faites chacun vos spécialités et votre travail, je veux un point, dans 5 minutes, on se regroupe, on fait un point. Et toutes les 5 minutes comme ça, vous faites un point. Plus la crise avance, plus vous écartez les jalons, plus vous écartez les limites, de manière à ce que chacun prenne un peu d'ampleur, d'amplitude, d'autonomie, et ce sera le seul moyen pour qu'il y ait une personne qui va avoir l'idée ou la trouvaille qui va vous permettre de sortir de la crise. Voilà. Ça peut être des réunions, ça peut être la plupart du temps des points de situation, mais je pense que chacun dans votre domaine, vous voyez de quoi je vous parle. Le tout est de donner une espèce de régularité et de matérialiser cette ligne de vie dans l'esprit des gens. J'en ai terminé. Pour en savoir plus, je vous conseille le livre de Christophe André, Comment gérer les personnalités difficiles. J'ai pas d'action chez Odile Jacob, mais au moins ça peut être utile. Mon Facebook aussi, d'auteur, sur lequel je mets de temps en temps des études qui se rapportent un petit peu à tout ce que je viens de vous expliquer. J'ai aussi une tribune sur le journal Le Temps, le journal suisse, un blog sur lequel je mets des articles un peu plus de fond, avec des réflexions qui ressemblent à ce que je vous ai expliqué aujourd'hui. Voilà. Je vous remercie. Non, merci. Oui, bien sûr. Vas-y. À vous de jouer pour les questions, shootez. Je fais de plus en plus court. On va rendre le pied de 8h. Normalement, le film à 17h. Ah. Voilà. Bravo. C'est bon. Alors, c'est toi qui lis les questions? Ah, Bernard, pardon, merci. Petit temps de latence, le temps de boire le verre d'eau. Pardon? Non? C'est bon. Tu veux pas lire une question? Voilà. Alors, Clément, beaucoup de questions sur le leadership. Ça marche pas? Pardon. Vers le haut. Plus fort, sinon ça marche. Ça marche. Pardon. Clément, beaucoup de questions sur le leadership au féminin. Donc, première question, le leadership est-il lié au genre et y a-t-il des modèles féminins? Je vois qu'on commence par une question facile. Écoutez, moi je viens d'une institution qui ne fait pas de différence entre les genres. Un caporal est soldé comme un caporal, qu'il soit masculin ou féminin. Mes notations, je les ai toujours faites avec un genre neutre. Donc c'est quelque chose qui ne me parle pas trop. Leadership, je l'ai écrit de manière neutre aussi, en pensant aux hommes comme aux femmes. Il n'y a pas de distinguo en fonction du genre.
C'est-à-dire que pour moi, c'est des concepts qui s'appliquent qu'on soit un homme ou une femme, et qui fonctionnent qu'on soit un homme ou une femme. C'est des choses que j'ai vues chez des leaders, des très bons chefs de section féminins, des choses aussi que j'ai vues chez des très bons chefs de section masculins. Donc en l'espèce, je pense que là, en fait, j'ai essayé d'aller vraiment sur le conceptuel et pas sur le pratico-pratique terre à terre. Il y a un peu les deux, il y a du concept et du pratique. Et quand on arrive au concept, en général, on est au-delà de ce genre de distinction. Voilà. J'ai pas étudié la théorie du monde. Je fais une espèce de bonne idée dessus. Alors, une question plus spécifique. Le surdoué est-il fait pour manager sans se suradapter dans un univers neurotypique? Ne risque-t-il pas de souffrir du décalage, notamment en termes de vitesse et de niveau d'exigence à un moment donné? Ah, très bonne question. Ça, c'est dur. Vous pouvez répondre par étapes. Oui. Parce qu'il y a plusieurs choses dans la question. En fait. Oui, il y a des choses. Pas plus de questions d'une ligne. Je dirais que le haut potentiel, je pense que pour protéger son hypersensibilité ou son caractère un petit peu particulier, va peut-être sera plus intéressant pour lui de prendre plus de distance et d'être un petit peu, un petit peu moins présent pour prendre du recul. Et c'est en général comme ça qu'il va se distinguer, parce qu'il va avoir une conscience plus aiguë des choses. C'est un petit peu comme le génie créatif, il va voir la situation d'ensemble, il va faire des médiations, des choses qui sont très très différentes. Donc ça lui permettra non seulement d'utiliser son atout, des médiations puissantes, la vision d'ensemble, la vision holistique, et ça lui permettra aussi de protéger un petit peu cette cette suradaptation qui est très épuisante. Voilà. Alors ça fait un peu, on a l'impression que ça fait des leaders un peu froids, mais non, pas du tout. En fait, moi j'ai connu d'excellents leaders. Vous avez Napoléon Bonaparte, était quelqu'un de très froid. Nelson Mandela, dans ses rapports personnels, il était très très froid. C'est pas ça qu'on cherche en fait. C'est est-ce que le job, est-ce que vous faites le job? Est-ce que vous prenez en compte la spécificité de chacun? Est-ce que vous accordez les compétences de chacun pour arriver à un objectif? Et en la matière, moi j'ai connu des gens qui étaient extravertis et des gens qui étaient terriblement introvertis. J'ai connu un John Wayne, notamment, que j'appelais John Wayne parce qu'il était vraiment très laconique, mais pourtant c'est un des leaders les plus puissants qui, en situation critique, voyait tout de suite la solution. Donc je dirais prendre du recul, double avantage, conscience holistique et distance de protection. Est-ce que vous pouvez répondre à la question du décalage en termes de vitesse et de niveau d'exigence qui pose le souci? Ah oui, alors décalage. Alors quand on dit décalage, c'est-à-dire qu'on est décalé par rapport à quelque chose. Ça suggère qu'on est dans le même continuum. Quand vous êtes leader, vous n'êtes pas sur le même continuum. Vous n'êtes pas tout à fait sur la même chose. Donc, rappelez-vous, le principe actif, vous êtes le contenant, pas le contenu. Vous ne faites pas le travail des autres à leur place. Vous n'êtes pas dans le même continuum, c'est pas tout à fait la même chose. Vous êtes légèrement en biais, légèrement en décalage, voire au-dessus de la mêlée. Comme un capitaine d'équipe de football ou un entraîneur. Donc c'était quoi la suradaptation? Non, c'est la question du décalage en termes de vitesse et de niveau d'exigence. Oui, niveau d'exigence, oui. Niveau d'exigence, alors oui, là aussi il y a un travail personnel à faire, qui est un travail peut-être plus philosophique, qui est exigeant par rapport à quoi? Peut-être que si vous n'êtes pas tout à fait satisfait, c'est peut-être que vous n'avez pas forcément été clair, vous n'y êtes pas pris forcément de la meilleure manière, donc il y a peut-être un questionnement à avoir quand on se dit les exigences ou... je n'arrive pas à revenir, c'est quel mot déjà? Niveau d'exigence, voilà. Attention, si vous avez c'est peut-être que vous avez un niveau d'exigence trop élevé, vous n'avez pas pris de la bonne manière, et que c'est pas grave, on fait avec ce qu'on a. Quand on est un leader, on fait avec ce qu'on a. Et le but, c'est de tirer le meilleur des gens et de ce qu'on a. C'est pas d'avoir des objectifs hors de portée. D'accord. Donc en fait, il faut écouter son équipe. C'est ça plutôt. Aller repérer le niveau d'exigence. Et bien définir son niveau d'exigence en fonction des gens qu'on a. Donc bien connaître les gens. Et bien les connaître. D'accord. Alors, vous pouvez envoyer des compléments si c'est pas suffisant.
De quel ouvrage ou travail de recherche la typologie des profils présentés est-elle issue? Là, je sens qu'il y a des gens qui ont reconnu certaines de mes sources. Donc, effectivement, vous avez peut-être reconnu le fameux test MBTI. Il y a un petit peu de ça là-dedans. Il y a un petit peu de différents tests de personnalité auxquels je suis intéressé, le Big Five notamment. Et j'ai essayé de croiser ça avec mon expérience personnelle et mon vécu, et ce que j'ai observé dans les équipes généralistes et à haute valeur ajoutée, les équipes d'experts. Je fonctionne un petit peu comme ça, j'essaie toujours de croiser mon vécu avec un cadre théorique. Et cette typologie, vous l'avez éprouvée sur le terrain? Oui, sur le terrain. Oui. Alors oui, elle est expliquée dans le livre, elle est expliquée avec des exemples concrets, avec du vécu. Et donc je vous présente ce que c'est un force tranquille, qu'est-ce qu'il a fait dans telles conditions, etc. Alors, une question facile, hein, pour poursuivre. Peut-on manager son manager? Manager son manager. Moi j'ai toujours un problème avec la terminologie. Manager, leader, aspect technique, aspect philosophique. Le leadership, c'est une grande question, il y a des enjeux philosophiques. Ça dépasse le cadre technique de la production et d'un objectif économique, selon moi. Et tant qu'on n'a pas compris ça, on peut pas. On arrive sur un plafond de verre, on bute sur un obstacle, on ne peut pas être vraiment très performant comme grand leader. Du coup, manager son manager. Il faut toujours que quelqu'un soit au-dessus de la mêlée, tout le temps. Ça fonctionne comme ça. Manager son manager. Son manager. Manager son manager. Ouais. Ah d'accord, autant pour moi. Manager son manager. Oui, il lui offrait mon bouquin. Non, je plaisante. Manager son manager, non. Et vous allez peut-être reconnaître chez certains managers des profils saillants, des caractéristiques saillantes que je viens d'évoquer de la typologie des membres d'une équipe. Parce qu'ils sont pas hermétiques, ils sont comme tout le monde. Donc à ce moment-là, il faut se référer à ces critères-là et agir là-dessus. Dans tous les cas, face à un manager, attention, c'est l'objet d'un chapitre aussi. Chez un manager, ne menacez pas sa survie sociale. Un manager, c'est quelque chose qui est chargé d'affect, c'est le patron. Si vous mettez ça en question, vous allez exploser sa survie sociale. Je ne sais pas si j'ai encore un peu de temps là, mais j'ai un exemple d'un film qui s'appelle avec Steve McQueen, La caméra de Beyoncé. Il y a une scène où Steve McQueen se retrouve face à son capitaine du navire et il est convoqué parce que il est mécanicien, il vient d'arriver et les machines ont mal fonctionné et un mécano est mort. Et donc on lui demande de s'expliquer. Et le capitaine lui dit qu'est-ce qui s'est passé, expliquez-moi, quel est votre avis. Il le met un peu en cause, il le met en porte-à-faux. Et là, Steve McQueen lui répond c'est parce que sur ce bateau, les mécaniciens étaient mal gérés, mal commandés. Et donc là, il a inclus le leader dans la faute directement. Il aurait très bien pu dire c'est parce que telle procédure de sécurité n'avait pas été faite. Le dire de manière indirecte, de manière à ce que la réponse émerge naturellement dans la tête du capitaine. Ça aurait été beaucoup plus fin. De dire tel contrôle de sécurité n'a pas été fait à temps par mon prédécesseur, ce qui a causé la panne, etc. Et là, le chef se serait tout de suite remis en question. Le problème, c'est que là, en frontal, il a explosé le niveau de survie sociale de son leader. Et d'ailleurs, dans le film, il le paye jusqu'à la fin. Et je ne vous donne pas la fin, c'est un très très bon film, je vous le conseille. Très bon classique. Voilà, donc manager son manager, le plus important c'est de préserver sa survie sociale. Je crois que l'exemple va parler de nombreuses personnes. Donc en fait, il faut développer la flexibilité de son manager. Pour l'intelligence émotionnelle. Voilà. Comment peut-on rendre le contrôle motivant? Alors c'est très simple, il faut contrôler sans contrôler. Il faut contrôler sans donner l'impression qu'on contrôle. Alors c'est pas une manipulance, hein, c'est pas de la manipulation. Ça peut être très simple. Ça peut
Ça peut être venir régulièrement pour demander si tout va bien, si tous les besoins sont satisfaits, est-ce que vous avez suffisamment de matériel pour travailler, expliquez-moi qu'est-ce que vous faites, d'accord, sans forcément être dans la perspective de la personne qui exige et qui arrive, bon, présentez-moi votre affaire, expliquez-moi comment ça se passe. Non, posez des questions, comment ça se passe, est-ce que vous avez tout ce qu'il vous faut. Moi, j'ai jamais réussi à maintenir sur un contrôle un cadre professionnel. À chaque fois, je pose des questions sur la vie privée des gens. Après, les gens ne vous en parlent pas, il faut être un petit peu discret. Mais voilà, une dimension émotionnelle qui est importante. Et c'est important de montrer aussi que vous êtes présent. Vous êtes plus là pour montrer que vous êtes présent, que vous inquiétez de ce qui se passe. Et donc, quand vous faites ça, indirectement, vous contrôlez. Votre intention, il faut faire cette bascule dans votre tête, votre intention n'est pas de contrôler. Vous y allez pour voir comment ça se passe, si tout va bien. Et indirectement, ça vous permet de contrôler. Merci. Parmi les différents profils de leader, lequel est le plus efficace et le moins stressant pour l'équipe? J'ai pas fait de typologie de leader. J'ai fait une typologie de membre de l'équipe, d'une équipe générique. Il n'y a pas vraiment de profil de leader type. Il y a le concept il y a le système que j'ai créé, qui varie à la marge, que j'ai voulu souple et flexible, avec pas mal de nuances, pas mal de distinctions qui sont apportées, et donc qui s'adapte, je pense, relativement bien aux différentes personnalités. Néanmoins, ça se rapproche un peu de ce qu'a dit un de mes prédécesseurs. Il ne faut pas forcer la chose, et il ne faut surtout pas jouer un rôle. Si vous êtes quelqu'un de laconique, ne vous forcez pas à être extraverti. Si vous êtes extraverti, ne vous forcez pas à être laconique. Parce que vous avez l'image qu'un bon leader, c'est quelqu'un qui parle beaucoup, qui agite les bras, etc. Non. C'est le résultat final qui est jugé. Donc, pas de profil type, simplement des fondamentaux à respecter et à adapter à votre personnalité. Alors vous résolvez une situation. En cas de conflit entre deux personnes dans l'équipe, comment est-ce que vous gérez cette situation? J'ai un exemple il y a quelques jours. Je suis toujours d'active, je suis toujours capitaine en parlementaire, j'ai d'autres activités à côté, mais j'ai quand même encore une fonction d'encadrement. Il y a quelques jours, j'ai deux personnes qui sont venues s'expliquer vertement, violemment, verbalement dans mon bureau, un petit peu comme la foire d'Empoigne. Donc, moi j'ai vu la situation, je l'ai vu alors j'étais derrière mon bureau, ils étaient devant la porte, et ces deux personnes de grades un peu différents qui commencent, le ton monte. C'est parti comme souvent, sur une petite réflexion, une belle réflexion, le matin, tôt le matin et pas réveillé. Et donc les gens commencent à s'énerver. Et le ton monte. Et la lecture de la situation, c'était que, en fait, il faut trouver une porte de sortie à cette situation. Comment faire? Ils parlent fort, c'est-à-dire que je vais être obligé de crier fort. Néanmoins, j'ai compris aussi que les gens, quand ils sont comme ça, ils cherchent aussi intuitivement une porte de sortie. C'est-à-dire qu'ils se rendent compte qu'ils vont trop loin, mais ils ne veulent pas revenir en arrière, ce serait trop facile. Si ce serait se dédouaner quelque part, c'est lié à l'ego, c'est lié à l'affect. On ne veut pas dire, ok, je me suis trompé, je redescends d'une vocalise ou deux, d'un ton ou deux. Donc ça augmente comme ça, et les gens s'auto-observent en train d'augmenter et de franchir des étapes comme ça, et ils attendent désespérément qu'on leur propose une solution. Donc ce que j'ai fait, c'est j'ai crié plus fort qu'eux. J'aurais dit la journée de travail a commencé. Maintenant vous allez travailler et je vous recevrai individuellement plus tard dans la journée. Bon. Ils se sont tus d'un coup, ils sont sortis. On a laissé le temps aux émotions de se reposer. Je les ai reçus plus tard, ils sont expliqués, calmement dans le bureau. Voilà. Donc en fait, c'est trouver une porte de sortie et trouver un moyen pour que la surcharge émotionnelle trouve un canal d'évacuation. Quand vous êtes leader, c'est vous. Et c'est facile parce que vous avez théoriquement l'autorité, donc vous pouvez imposer votre autorité, et d'autant plus quand les gens le voient comme une manière de sortir de la crise, enfin de sortir du conflit. Merci. Est-il plus difficile de manager une personne qui connaît ses principes et puis cette typologie d'une Plus facile j'en ai jamais rencontré.
Je pense que c'est... Bon, la typologie, je l'ai bien prouvé, hein, elle fonctionne vraiment. C'est quelque chose qui m'a assez surpris. Au départ, je partais un peu à l'aveuglette et je me suis aperçu que ça correspondait vraiment bien à mes différents postes. Et je pense que c'est avant tout... c'est facile de manager quelqu'un qui se connaît. Les gens qui ont une profonde connaissance d'eux-mêmes, c'est très facile. C'est beaucoup plus difficile de manager quelqu'un qui est en décalage, qui a un trouble, qui a quelque chose, une espèce de brouillard qui vous empêche de discerner comment elle fonctionne et comment l'aider à fonctionner. Donc je dirais que c'est facile de diriger des gens qui ont une bonne connaissance d'eux-mêmes. C'est une réponse très éclairante. Alors, vous avez parlé de leadership, dans une deuxième question du fait que le leadership soit inné ou pas, une question qui est relative. Le leadership est-il accessible à tous ou bien nécessite-t-il des compétences spécifiques? Alors, je l'ai évoqué. La démonstration, elle se fait par l'exemple. En fait, à partir du moment où vous avez des gens qui sont d'excellents leaders en étant des John Wayne, et d'autres qui sont d'excellents leaders à l'autre bout du spectre, des Mohamed Ali, c'est bien la preuve que c'est tellement aux extrêmes qu'il n'y a pas de critères particuliers de personnalité. Mais il y a des choses qui reviennent tout le temps, qui sont des fondements, qui sont des concepts, des piliers. C'est ces 4 compétences que je vous ai montrées, divisées en 2 catégories. Après, j'affine en expliquant comment ça se passe concrètement tous les jours. Mais c'est ça. Et l'avantage de ça, c'est que vous pouvez le faire peu importe votre personnalité. Donc pour moi, il n'y a pas de compétences, on va dire, en termes de compétences innées nécessaires. C'est que des choses qui sont acquises. Alors souvent, on pense que les gens qui l'ont de manière innée, en fait, c'est un acquis qui s'ignore. C'est-à-dire qu'ils l'ont appris peut-être dans l'enfance, face à des exemples, leurs parents, ils ont vu toujours les gens faire ça très jeunes, c'est devenu intuitif, ils l'ont intériorisé, et donc ils n'en sont plus conscients. C'est un petit peu comme ce qu'on disait avec le tir, les gens ils connaissent la technique, ils appellent tellement la technique, qu'au bout d'un temps ça devient inné, naturel, inconscient. Il n'y a plus à réfléchir. Là, chez eux c'est pareil, ça ne veut pas dire pour autant qu'à la base il y a une structure théorique. Donc tout le monde peut devenir un leader. Oui, c'est ça. Vous avez entendu, vous pouvez tous devenir. Ah oui, je suis convaincu. Très grand merci. Très grand merci.